Donald Trump vient de remporter l'élection présidentielle des États-Unis. Mardi 5 novembre 2024, Trump a gagné en remportant les 270 grands électeurs nécessaires avec plus de 71 millions de votes contre 66 pour la démocrate Kamala Harris. Cette campagne a été digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Elle a vu de multiples tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Elle a été l'occasion de coups de com', comme seuls les Américains savent les faire. It was a big part of her resume that she worked at McDonald's, how tough a job it was. She specifically worked at the French fry, where they make the French fries, and she talked about the heat. It was so tough. She never worked at McDonald's. McDonald's just confirmed that again, by the way. She never worked at McDonald's. Elle a été le théâtre de coups de force que seuls les milliards de dollars savent produire. We are so happy to be standing here on this stage as proud country Texas women supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris. Is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Just take over. Hi, everyone. La campagne a été longue et très anxiogène pour les Américains qui se sont dit très inquiets de leur vie politique. 65% of US adults felt exhausted by politics, while 55% felt angry. You hear so much on both sides non-stop, like it's the end of democracy. L'élection était très tendue et une victoire de Donald Trump était une nette possibilité. En revanche, peu avaient prédit une victoire si écrasante, elle est sans appel. Trump a été réélu président des États-Unis après avoir perdu les élections présidentielles de 2020. Il est le deuxième seulement à avoir été dans ce cas après le président Grover Cleveland. Aux États-Unis, normalement, les électeurs n'aiment pas les losers. He lost. He let us down. But, he lost. So I never liked him as much after that, because I don't like losers. Cependant, Trump n'a jamais reconnu la défaite de 2020 et aux yeux de nombreux de ses électeurs, il n'avait pas perdu. La victoire leur a été volée. And when I added it all up, the election was rigged. Pour ses électeurs, Donald Trump n'avait pas perdu et ne pouvait pas perdre. If she wins, we're gonna have to, I don't know what's gonna happen, but there'll be riots. I think there's a chance that we could have a revolution, yes. If they steal it again, I think, yes, you're gonna see people starting to fight with guns. Alors, qu'est-ce que Donald Trump et le Parti républicain ont gagné mardi 5 novembre ? Quelles conséquences cela va avoir sur la vie politique américaine, européenne et mondiale ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce décryptage spécial élection américaine pour Blast. Donald Trump et les républicains n'ont pas gagné que la Maison-Blanche. Le parti ultra-conservateur américain a fait main basse sur une partie importante de l'appareil politique, laissant à Trump les mains très libres. Première partie, une déroute démocrate plus alarmante que prévu. Les États-Unis ont un fonctionnement politique très différent de celui de nos pays européens. C'est un régime présidentiel et fédéral. Ces deux caractéristiques constitutionnelles sont très importantes pour comprendre les enjeux politiques de l'élection du 5 novembre. Comme cette élection a été particulièrement anxiogène, on a ressorti une petite archive spéciale Blast avec Aude Goni-Goubert et Patrick Chanfray pour vous expliquer ce qu'est un régime présidentiel. Jingle. En droit constitutionnel, on connaît deux grandes familles de régimes politiques. Les régimes présidentiels, inspirés des États-Unis, et les régimes parlementaires, inspirés de l'Angleterre. Ils se posent essentiellement sur la forme de séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif. Dans un régime présidentiel, l'exécutif et le législatif se contrôlent, mais ne peuvent pas se renverser mutuellement. Le président ne peut dissoudre le Congrès américain autant que le Congrès ne peut, à part si le président commet un crime, démettre le président. Le Congrès n'a pas de pouvoir en matière exécutive, autant que le président n'a pas de pouvoir d'initiative et de vote des lois que seul le Congrès peut discuter et adopter. Les rapports entre l'exécutif et le législatif, c'est un peu chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Vous me manquez, Patrick. Vous me manquez aussi, Aude. Oh. Et après ce moment nostalgie, on passe aux choses sérieuses. Trump a fait le plein lors de ses élections à l'échelon fédéral. Comme en 2016, il a récupéré le Sénat, c'est-à-dire la chambre haute du Congrès américain. Le Sénat avait été un puissant allié républicain de Trump lors de son premier mandat, en votant de nombreuses lois et en nommant de très nombreux juges ultra-conservateurs à la Cour suprême, comme dans les juridictions inférieures. Et le président élu est bien en passe d'obtenir la majorité à la Chambre des représentants, c'est-à-dire la chambre basse. La course pour contrôler le Congrès est nettement en faveur des républicains et de Donald Trump. Au niveau fédéral, les républicains ont fait carton plein,
et se sont assurés une large marge de manœuvre. Au niveau local, le scrutin a été aussi désastreux pour les démocrates que celui fédéral. Contrairement à la France, les États fédérés et les collectivités territoriales qui composent les États-Unis ont des compétences juridiques très étendues. Lors de cette séquence électorale, 11 des 50 postes de gouverneurs étaient en lice. Les résultats étaient sans surprise. Chaque camp a gardé ses gouverneurs, les républicains 8 et les démocrates 3. Cette élection locale a, encore une fois, ancré les États fédérés dans le tournant conservateur. Sur les 50, 27 sont dirigés par des gouverneurs républicains et 23 par des démocrates. Et les États fédérés sont très puissants aux États-Unis, pas du tout comme nos collectivités territoriales. Ils ont des politiques pénales, sociales et environnementales qui ont un véritable impact sur la vie aux États-Unis. Par exemple, ce sont les États de Washington et du Colorado qui ont légalisé le cannabis en premier en 2012, par voie de référendums locaux. Les limitations à l'avortement se font par le pouvoir répressif des États fédérés. Et durant ces élections, plusieurs États avaient des référendums locaux. Par exemple, les citoyens de 10 États américains avaient à valider la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Les résultats sont très mitigés. 7 États sur 10 ont voté pour constitutionnaliser le recours à l'avortement, mais l'un d'entre eux a voté pour l'interdire après le premier trimestre, montrant un pays profondément divisé et chaotique. Le racisme et le sexisme ne sont pas étrangers aux résultats de l'élection présidentielle. Il est certain que Kamala Harris, femme de couleur, a souffert d'un double effet Hillary. Et malgré les énormités sorties par leurs candidats, les républicains sont parvenus à conquérir l'électorat non blanc. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Malgré ce type d'énormité, Trump et les républicains ont capturé l'électorat populaire, et ce, en dépit de la triste histoire de la division raciale aux États-Unis. Et c'est probablement une des surprises les plus importantes de ce scrutin. Les schémas électoraux de Trump défient la sociologie électorale classique. Historiquement, les populations non blanches aux États-Unis, comme les Noirs américains, les Asiatiques américains et les Latino-américains, votaient pour les démocrates. Mais de plus en plus de minorités sont séduites par le vote conservateur et ses promesses de sécurité et de prospérité. Cette performance des républicains va forcer les démocrates à bouger. Soit ils embrassent cette nouvelle donne pour essayer de reconquérir un électorat très modéré, libéral et urbain, comme l'a fait Obama, soit ils essayent, comme Joe Biden, de dépasser le parti républicain par la gauche, en promettant plus de social. La candidature de Kamala Harris était une tentative de compromis entre les deux approches. Pour le résultat qu'elle a eu, l'échec cuisant. Ainsi, là où Trump a réalisé un score équivalent à 2020, Harris a perdu près de 10 millions de voix par rapport au score de Joe Biden. Et si cette élection est l'une de celles qui a fait voter le plus d'Américains ces 20 dernières années, il faut cependant noter la très forte abstention. Sur les plus de 240 millions d'inscrits, seulement 139 millions sont allés voter. C'est un taux de participation aux alentours de 56%, un chiffre jamais vu en France à une élection présidentielle. Les mois s'annoncent douloureux pour le Parti démocrate. Sur fond de défaite, il devra opérer une profonde recomposition idéologique, embrasser le libéralisme et l'élitisme, ou tenter de revenir à ses racines progressistes. Ce futur sera d'autant plus cauchemardesque que Trump aura, selon toute vraisemblance, les mains libres. Avant de continuer ce décryptage des élections états-uniennes, on vous rappelle que l'avenir de Blast est en jeu. Notre indépendance est entre vos mains. Pour soutenir notre média, si vous le pouvez, rendez-vous sur blast-info.fr pour faire un don ou vous abonner. Deuxième partie, vers les pleins pouvoirs fédéraux. En gagnant le Congrès et la présidence, les républicains se sont assurés d'avoir les pleins pouvoirs politiques, d'autant que les contre-pouvoirs semblent très faibles aujourd'hui. Avec une majorité républicaine au Congrès, le programme présidentiel sera beaucoup plus facilement adopté. Dans cette affreuse machinerie, le Sénat sera crucial. C'est lui qui est chargé de valider les nominations les plus importantes de l'exécutif, notamment les juges à la Cour suprême. Ensemble, le président et le Sénat pourront modeler la Cour à leur image et laisser, pour de très longues années, un pouvoir judiciaire radicalisé et ultra-conservateur. Avec l'appui de la Chambre des représentants, le trio infernal sera complété, permettant aux républicains leurs rêves les plus fous. Ils pourront reprendre la politique de séparation des parents et des enfants illégalement immigrés qui ne cherchent qu'à les terroriser. Ils pourront supprimer les garanties sociales fondamentales acquises ces dernières années, en réduisant du même coup les impôts pour les plus riches et les entreprises. Enfin, comme il l'a promis, exit l'environnement, exit la planète. Trump sera le président du pétrole. I will end Kamala's war on American energy, and we will drill, baby, drill. We're going to drill, baby, drill. Avec un congrès et une présidence républicaine, les mutations sociales seront radicales. L'envoi de pilules abortives dans les États-Unis pourra être interdit, supprimant effectivement la possibilité et donc le droit de recourir à l'avortement pour des millions de femmes. Indépendamment de ses alliés au Congrès, la présidence donnera à Donald Trump beaucoup de pouvoir.
surtout qu'il entend l'utiliser avec une agressivité encore jamais vue. Il va transformer l'exécutif en machine unitaire, soumise entièrement à son bon vouloir, avec la procédure F. Jusqu'alors, la plus grande partie des fonctionnaires faisaient carrière. Recrutés pour leurs aptitudes professionnelles, ils ne pouvaient être renvoyés que pour faute professionnelle et ils devaient faire attention à respecter les lois. Mais Trump veut substituer le système de la carrière et revenir à celui des dépouilles, un vieux système américain. Avec ce mode de nomination, le président va pouvoir placer ses amis politiques aux différents emplois subalternes, constituant ainsi une armée de fonctionnaires néofascistes à ses ordres. Mais surtout, Trump, avec cette procédure, pourra renvoyer des fonctionnaires s'ils ne sont pas assez serviles et zélés. Ces fonctionnaires avaient été parmi les contre-pouvoirs les plus efficaces lors du premier mandat Trump, en refusant d'exécuter des décisions inconstitutionnelles ou en modérant les ardeurs illégales du président. Désormais, c'en est fini. On sait ce qui attendra le fonctionnaire récalcitrant. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Right? S'il parvient à ses fins, la totalité de la machinerie administrative lui sera soumise. Et Trump contrôlera l'administration la plus grande et puissante du monde. Si les fonctionnaires lui obéissent aveuglément, peu de contre-pouvoirs pourront les arrêter, même les juges. Non seulement lors de son premier mandat, Trump a inondé l'appareil judiciaire fédéral de juges soumis, mais la Cour suprême lui est désormais très favorable. Elle servira aux républicains la justice qu'ils demandent, toujours plus autoritaire, répressive et inégalitaire. Partie 3, aux racines de l'élection. Les États-Unis entrent dans une nouvelle période de leur histoire et sans prendre du recul, la situation semble aussi cauchemardesque que chaotique et le désespoir guette. Cette élection a été présentée comme l'une des plus violentes de l'histoire des États-Unis. C'est sans doute vrai, mais elle est surtout la digne héritière de l'histoire américaine, l'une des plus violentes. L'élection présidentielle de 1800 a failli tourner à la guerre civile. Celle de Lincoln en 1860 a bien fini en sécession, coûtant la vie à des centaines de milliers d'Américains. Avant Trump, plusieurs de leurs présidents ont été la cible d'armes à feu. Par exemple, Lincoln a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat avant celle qui lui fut fatale. Et Theodore Roosevelt a pris une balle en plein meeting. La violence en politique est une longue et triste tradition américaine. Il y a une autre de ces traditions nauséabondes, la brutalité des puissances réactionnaires. L'esclavagisme a été soutenu coûte que coûte par les possédants tout au long du 19e siècle. Le Ku Klux Klan a fait régner la terreur dans le sud des dizaines d'années après la fin de l'esclavage. En 1981, Michael Donald, un gamin de 20 ans, a été torturé, égorgé et laissé pendu à un arbre par des membres du clan. Les forces conservatrices ont toujours opprimé les minorités. Après l'esclavage, ce fut le travail forcé et la ségrégation. Mais depuis 20 ans, les forces conservatrices, appuyées par la très puissante Fox et son très puissant chef Rupert Murdoch, ont changé d'objectif. Capturer le pouvoir en changeant les esprits. Ce coup de force des républicains met les institutions américaines en passe de basculer à la suite d'une stratégie bien pensée, le chaos méthodique. Les perspectives des démocrates sont minces. La stratégie de Trump pour gagner a toujours été la même, profiter du chaos qu'il sème. Éviter les conséquences de ses actes en causant encore plus de chaos, bref, la fuite en avant. C'est une méthode appliquée depuis longtemps par les dictateurs. Elle a permis l'arrivée et la consolidation du pouvoir hitlérien. Elle a aussi permis la chute d'Allende et l'arrivée au pouvoir de Pinochet au Chili. La méthode est toujours la même, semer le chaos et promettre l'ordre. Diviser pour régner. Hitler a fait incendier le Reichstag en accusant les communistes qu'il fait arrêter immédiatement et a obtenu les pleins pouvoirs. L'arrestation providentielle d'un suspect communiste permet aux nazis de brandir la menace d'un complot. Et immédiatement, Hitler obtient du maréchal Hindenburg la signature d'une mesure exceptionnelle. Dès le matin de l'incendie du Reichstag, le 28 février 1933, une ordonnance est signée par Hindenburg, l'ordonnance pour la protection du peuple et de l'État, qui donne des pouvoirs quasi illimités à l'exécutif, à l'administration, c'est-à-dire à la police. Au Chili, les Américains ont fomenté un soulèvement social pour faire parvenir les militaires de Pinochet au pouvoir. Quelques jours plus tard, les adversaires du gouvernement demandent la démission du chef de l'État lui-même. Presque 3 années de guerre économique ont permis à la Maison-Blanche et à l'opposition interne de rallier une partie importante de la classe moyenne. C'est chez elle que les officiers rebelles trouvent la base sociale nécessaire à la poursuite de leur plan. Ces méthodes sont très proches de celles adoptées par Trump, notamment quand il a incité à la sédition le 6 janvier 2021, ou encore quand il envisage d'utiliser l'armée contre les personnes trop à gauche à son goût. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Ces sorties délirantes, voire dictatoriales, sont ainsi les rouages essentiels d'une stratégie politique qui masque ce qu'elle fait vraiment, les poches au peuple pour donner aux riches. En accusant les migrants mexicains, on ne regarde pas les profits pharaoniques des entreprises pharmaceutiques pour l'insuline, un médicament de vie ou de mort pour les diabétiques, qui a pu être vendu à plus de 10 fois son prix en France.
Si la méthode néofasciste dissimule ce qu'elle ne veut pas qu'on voit, elle ne masque plus sa volonté d'exercer son pouvoir sur les corps. La question de la reproduction et du contrôle du corps des femmes a toujours fasciné les régimes dictatoriaux. Elle est, aujourd'hui, directement revendiquée par le fondamentalisme chrétien qui soutient Trump. Exit la liberté des femmes, qui sont réduites et assignées à leur rôle de génitrice et de mère. Conclusion, quelle perspective. Les 2 années qui arrivent vont être très dures. Mais y a-t-il des perspectives pour le futur ? D'autant plus que Trump a promis que voter ne serait plus nécessaire après son passage. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore. Cependant, il y a fort à parier que des élections de mi-mandat auront bien lieu en 2026. La Chambre des représentants sera intégralement renouvelée, ainsi qu'un tiers du Sénat. Historiquement, le Parti démocrate surperforme lors des élections de mi-mandat. Il ne pourra y parvenir que s'il a opéré une mue suffisamment efficace pour convaincre les Américains. Ces élections américaines sont une leçon que les progressistes européens doivent enregistrer. Les néofascistes se déguisent sous des atours populaires et n'hésitent pas à attiser les divisions les plus sensibles pour s'emparer du pouvoir. Les contraintes démocratiques, quand elles ne sont pas fermement imposées par les électeurs, s'envolent et ce qui paraissait impossible devient normal. Face à ces perspectives terrifiantes, les progressistes n'ont que 2 choix. Renouer fermement avec leurs racines sociales ou les abandonner et partir vers le libéralisme bourgeois. Aux États-Unis, l'un de ces choix vient d'échouer. Chaque défaite des progressistes, c'est un clou de plus dans le cercueil de la démocratie américaine. Une fois que le fascisme est arrivé au pouvoir, il ne le lâche plus et s'y agrippe. Il installe une armée de fonctionnaires, de juges et d'éditocrates prêts à tout pour garder leur idéologie au pouvoir, quelle que soit la volonté du peuple. Céder à la tentation fasciste est un choix qu'on ne peut faire qu'une seule fois. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Blast et d'activer la cloche. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Dissolution et d'ici là, on vous laisse avec une citation inspirante. « J'aime la nature parce qu'elle n'est pas l'homme, mais un refuge loin de lui. Aucune de ses institutions ne la contrôle ni ne la pénètre. Il y règne un autre type de droit. En son sein, je peux être heureux d'un bonheur entier. » Henri David Thoreau, Walden. And we will drill, baby, drill. We're gonna drill, baby, drill.